vous êtes en civil. J'interroge celui qui a été le chef d'état-major général des armées et qui d'abord reste un soldat. Dans le livre, à plusieurs reprises, vous dites « le soldat que je suis », un soldat. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour parler de mon livre « Servir ». Effectivement, je suis un soldat, j'ai passé 43 années au service de la France et des armées. J'espère pour le succès des armes de la France. Mais quand vous dites 43 ans, c'est pas dans les bureaux, dans les salons, mais vous êtes allé, d'après ce que j'ai vu, au Kosovo, en Afghanistan, dans différents territoires de l'Afrique. Avec les principes, le caractère et l'état d'esprit, vous écrivez « Je parle avec mes tripes ». Oui, il y a beaucoup d'intelligence, je trouve. Moi, je préfère le terme l'intelligence de cœur. Je crois qu'il faut de l'intelligence et du cœur et que pour entraîner les soldats à la guerre, pour gagner, avec en face parfois des djihadistes retranchés qu'on va chercher à 15 mètres, il faut des tripes. Oui, mais quand elle est redevenue civile, eh bien, écoutez, à quoi servent les tripes? Ça veut dire qu'on est libre de dire ce que l'on pense et ce que l'on veut? Ça veut dire qu'on conserve ses qualités et ses valeurs militaires, en particulier le courage et la vraie loyauté qui consiste à dire la vérité, parce que la vérité, c'est une forme de liberté. Et vous dites on peut la dire plus facilement que les civils ou que les politiques quand on est militaire? Moi, je parle pour moi, je ne compare pas. J'ai toujours été libre. Je suis resté tourné vers mes subordonnés au moins autant que vers mes chefs. Et c'est ça qui m'intéresse. Les subordonnés ou les chefs sur les politiques élus? Oui, bien sûr. Je tiens à la loyauté républicaine des armées. Et c'était toujours pour moi un principe fondamental, à la fois quand j'étais numéro 2 puis numéro 1 dans l'armée. D'ailleurs, vous dites la loyauté n'est pas l'esprit de cour, c'est-à-dire que vous ne voulez pas être un béni oui-oui. C'est ça? Exactement, et on peut me reconnaître au moins ce courage d'avoir mis en pratique ce que je dis. La vraie loyauté, c'est de dire la vérité. Oui, avec tous les risques que ça comporte. Écoutez, quand on est militaire, quand on est soldat, ce que j'estime être... on a une analyse de risque et on est normalement dans la maîtrise du risque. J'ai envie de dire, quand on est militaire au sommet de la hiérarchie militaire, que du jour au lendemain on redevient civil, qu'on est obligé de faire soi-même le déménagement de ses meubles, etc., quel est le choc qui se produit? Ben moi, je trouve ça très bien. Nous sommes habitués dans l'armée, dans un parcours de plus de 40 ans, d'alterner les temps de commandement, où vous êtes le chef, et puis les temps en état-major, où vous vous retrouvez dans un petit bureau à écrire des fiches pour traiter tel ou tel sujet. Ça remet les idées en place et c'est très bien. Moi, je suis ravi d'être redevenu civil avec toutes les préoccupations de la société actuelle. C'est une très bonne chose. Ça permet d'éviter l'orgueil et ça remet l'humilité au centre. Alors, dans Servir, vous dites que dans les désordres d'un monde qui change, on va voir le fond des sujets et des problèmes du monde d'aujourd'hui, émergent des États qui s'arment, qui combattent l'Occident et qui se déchirent entre eux. Exemple, l'Arabie Saoudite et ses alliés, l'Iran et ses alliés. Est-ce que ça veut dire que les risques, là, dans la région, sont aujourd'hui énormes? Oui, je dis qu'il y a deux lignes de conflictualité aujourd'hui importantes. Le terrorisme islamiste radical, dont on parle, et je suis heureux que vous commenciez par les États-puissances, parce que c'est la deuxième ligne. Ces deux lignes sont distinctes, mais en réalité, elles ne sont pas disjointes. Et on assiste aujourd'hui sur la scène internationale à des États qui se construisent parfois comme des bandes armées, et des bandes armées qui se prétendent être des États. Exemple, Daesh qui a prétendu être l'État islamique et on a vu ce qui s'est passé à l'est de l'Europe. Aujourd'hui, il y a des points de tension particulièrement graves dans le monde, pas simplement par le terrorisme islamiste radical qui est répandu sur l'ensemble des continents, mais aussi par ces tensions interétatiques. On le voit en mer de Chine, on le voit au Levant et on le voit en Afrique. Avec un développement du commerce des armes et de l'acquisition des armes que l'on modernise, comme on le va voir tout à l'heure. Mais il y a le Liban, encore une fois, qui est menacé, avec des migrants, près de 2 millions, 1,5 million Syriens, 500 000 Palestiniens, et en même temps le risque de devenir ou de redevenir une terre de sang et d'embraser les pays de la Méditerranée. Est-ce que le président Macron a raison d'abord d'aller en Arabie Saoudite, comme il l'a fait, et en même temps avec une certaine obstination de vouloir sortir Saad Hariri
de l'endroit où il est, pour pas dire de la prison où il se trouve. Je ne me permettrai pas de porter un jugement sur le président Macron, c'est un dossier politique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours eu avec mon homologue libanais des relations très étroites, que le Liban est un pays ami, foncièrement ami de la France, et que le Liban est parfois, à certains égards, un petit miracle avec la marqueterie de différentes personnes qui vivent de toute confession. Et avec la fin de Daesh en Irak et en Syrie, il faut être extrêmement attentif à ce qui va se passer sur les mouvements des djihadistes, pour ceux qui sont encore en vie et qui vont chercher à faire autre chose, qui ne déstabilisent pas les pays voisins, en particulier le Liban et la Jordanie. Alors Saad Hariri, d'abord séquestré, puis assigné à résidence, a annoncé aux Libanais, à ces Libanais, qu'il quitterait Riyad, l'Arabie Saoudite, dans les 48 heures. Autrement dit, si tel n'est pas le cas ce soir ou demain, la preuve sera faite qu'il est en état d'arrestation. Mais le président Macron l'a invité à venir en France. C'est un geste, et je devrais ajouter, pas seul, avec sa famille, qui était censée rester en Arabie Saoudite, avec sa famille, pas en exil, en tant que Premier ministre du Liban. C'est un acte symbolique et fort qu'il expliquait lui-même hier à Bonn. Moi, je crois que la situation... Et la France attendent Saad Hariri et sa famille en France. Est-ce qu'ils passeront d'abord par Beyrouth? Ça, c'est la question clé devant le peuple. Il doit dire s'il démissionne ou pas. Il démissionnera peut-être et sera renommé Premier ministre. Et il faut ajouter que Jean-Yves Le Drian, qui connaît bien ces pays, les émirs, les princes, les rois, et ce matin avec Saad Hariri à Riyad, et qu'il a vu hier le prince héritier. Mais est-ce que la France peut faire entendre sa voix? Est-ce qu'elle a les moyens d'être écoutée? Écoutez, en tout cas, le lien d'amitié entre le Liban et la France est très fort. Je l'ai vécu comme chef d'état-major des armées. Je rappelle que nous avons un peu plus de 600 soldats dans le cadre de la force des Nations Unies au sud Liban et que nous avons tout un tas de coopérations que nous menons en matière de formation. L'armée libanaise est probablement l'institution la plus stable aujourd'hui au Liban et c'est extrêmement important que les armées françaises et l'armée libanaise maintiennent ce contact. Le Liban est un élément très important du dispositif de stabilité du Moyen-Orient. Pour toute la Méditerranée bien sûr, aussi, et les pays de la Méditerranée. Bien sûr. Général de Villiers ou Monsieur de Villiers, je ne sais pas ce que je dois dire, d'en servir. On est toujours général, mais on est ce qu'on appelle en deuxième section. La phrase revient lancinante. Et pourtant, je vais présenter ma démission. Vous connaissiez le candidat Emmanuel Macron. Vous avez travaillé avec le président de la République, Emmanuel Macron. Vous l'avez accompagné dans tous ses déplacements à l'étranger sur des terres de guerre. Est-ce qu'il fallait remettre en question l'autorité du chef des armées, qui est garant de l'indépendance nationale et qui est en même temps le responsable du feu nucléaire? Est-ce qu'il fallait? Écoutez, j'ai démissionné en mon âme et conscience parce que je pensais que c'était la meilleure issue possible pour les armées et pour la France. C'est la première fois dans la Ve République. Effectivement, j'ai eu une divergence de fond avec le président de la République, je précise de fond, sur les arbitrages budgétaires, en particulier 2017 et 2018. 2017, moins 850 millions d'euros secs annulés, et 2018, on finance les engagements du quinquennat précédent pris après le Bataclan. J'estimais que ceci n'était pas cohérent. De partir? Oui, ça valait de partir parce que je pense que compte tenu de l'état des menaces que j'analyse dans mon livre, et vous les avez évoquées, islam radical, retour des États-puissances, migration incontrôlée, j'estime que d'un côté, la situation augmente en matière de danger et que de l'autre, nous augmentons le budget, mais pas suffisamment, en tout cas pas suffisamment vite. Alors, vous avez servi sous 4 présidents de la République, vous les avez connus, M. Chirac, Sarkozy, vous en parlez, Hollande et Macron, et vous dites, avec lui, mes relations étaient empreintes de franchise, de confiance et de cordialité. Et pourtant, vous racontez que le 17 juillet, enfermé seul dans votre bureau, vous décidez de remettre votre démission. Et la chronologie, est-ce que vous ne vous êtes pas laissé aller, peut-être avec un langage cru, devant la commission, une commission de l'Assemblée nationale, en disant « je ne me laisserai pas baiser par Bercy ». Alors, en général. Moi, écoutez, moi je suis quelqu'un de franc et j'ai l'habitude de parler franchement à la représentation nationale. C'est d'ailleurs ce qu'elle attend. Je note que lors de cette audition, j'ai été applaudi à 2 reprises
Ils étaient tous là, une soixantaine, la commission de la Il y en a défense. qui ont parlé et qui ont répété une phrase qui n'aurait pas dû sortir, peut-être. Alors, ça... Ou qui n'ont pas dû être prononcée. Effectivement, je ne sais pas, telle quelle. effectivement, je rappelle que cette phrase n'est pas dans le compte-rendu officiel, car j'avais pris les précautions pour qu'elle n'y soit pas. Donc elle ne devait pas sortir non plus. Après, moi je crois qu'il faut parler franchement aux députés et aux sénateurs pour leur dire franchement quelle est l'appréciation objective que les chefs militaires font. Mais après, vous avez donné une interview au Figaro qui vous a valu la réplique ferme que l'on connaît, qu'on a entendue 50 fois, qu'on ne va pas réentendre, du président de la République le 13 juillet au soir devant les armées françaises et étrangères. Vous avez été surpris. Alors j'ai été surpris, c'est le bon terme. On me demande souvent si j'étais humilié. Je n'ai pas été humilié, j'ai été surpris parce que j'avais passé la journée du 13 juillet avec le président, que mes relations étaient, comme vous l'avez dit, cordiales, confiantes depuis plusieurs années. Rien ne laissait penser qu'il allait avoir cette baffe publique. Rien ne laissait penser que ces propos allaient être aussi forts, et j'ai estimé que ces propos, puisque j'avais une divergence de fond, si vous voulez, apportaient une altération de la qualité de relation, et cette qualité de relation entre le chef et son subordonné, le chef des armées, président de la République et chef d'état-major est fondamentale. C'est évident, c'est évident. Et alors à ce moment-là, vous réfléchissez, le 17, etc., le 19, vous allez remettre votre démission le soir même, et il y a votre bureau, et en même temps vous sortez du bureau à la place Ballard, et on voit une scène que l'on montre à nouveau, même si ça vous fait un peu mal de la revoir, et on a l'impression, il n'y a pas un mot, il y a des images, et qu'il y a un bon metteur en scène. Alors nous ne sommes pas des comédiens. Nous ne faisons pas de communication, nous faisons de l'information. Et c'est peut-être un problème culturel. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Très franchement, en particulier les 2 derniers chapitres. Qui sommes-nous? Qui sont les militaires? D'accord, mais là, vous ne l'avez pas organisé, là, cette cérémonie? Alors la tradition, c'est simple. La tradition, quand on a un chef qui s'en va et qu'on l'apprécie, c'est qu'on l'accompagne jusqu'au portail. Donc j'ai rien organisé du tout, et j'ai moi-même été surpris. J'ai été surpris le 13 au soir, mais j'ai encore été surpris le 19 par ces adieux. On va avancer, parce que je veux que vous me disiez l'état du monde aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui reste de tout cela? De la rancune, de la déception, de la nostalgie, c'est pas du soulagement? Non, non, vraiment, je suis d'une sérénité. D'ailleurs, vous devez le sentir, et ça frappe tout le monde. Je n'ai aucune rancœur, ni personnelle ni collective. Je suis très serein. J'estime que j'ai fait mon devoir. L'honneur et la poésie du devoir. Alors, vous adressez une sorte de message aux Français à travers le livre. Le monde est dangereux, les temps à venir sont difficiles, et la chute de Raqqa, qui a été capitale politique, où ont été préparés les pires attentats les plus meurtriers contre la France, n'enlève rien, vous le dites, à la menace, et vous le citez, du terrorisme islamique radical. Ça, c'est l'ennemi. Oui. Terrorisme islamiste, parce que je pense que le IST est important, c'est l'ennemi principal, il est mondial, transnational, transrégional. Est-ce que nous vivons en état de guerre ou avec des actes de guerre? Alors ça, c'est une vraie question. Moi, je dis que nous sommes en temps de paix en France. Hein. On vit comme en temps de paix. On nous dit que l'ennemi est sur le territoire. Mais il y a des actions de guerre. Et d'ailleurs, nous avons tiré à de multiples reprises ces derniers mois. Et heureusement que les forces militaires ont pu éviter ce qui aurait pu, à certains endroits, être une catastrophe. Donc, nous sommes en paix, mais nous menons des actions de guerre. Et il est difficile pour nous, les militaires, de considérer que le terme paix est général. Parce que quand vous voyez le niveau de violence et de barbarie des islamistes radicaux, on viole, on décapite, on égorge à 4 heures. Et alors pourquoi il fallait laisser partir un convoi avec 47 camions et l'accord de la coalition, 250 à 300 djihadistes et leurs familles, dont certains peut-être sont en train d'arriver en Europe? Pourquoi? Alors, c'est pas moi qui les ai laissés partir, je ne suis plus aux affaires, et je constate que c'est pas la première fois, puisque ça s'est également produit dans d'autres villes en Syrie. Vous le regrettez, vous? Ben, écoutez, moi je pense que ces gens-là, on va bien les retrouver quelque part. Ce sont des gens déterminés, ils iront poursuivre le combat quelque part. Quelque part, c'est-à-dire? Et c'est toute la question. Est-ce qu'ils vont rentrer dans leur pays d'origine,
en particulier parce que ce sont beaucoup des combattants étrangers. Est-ce qu'ils vont aller dans la vallée de l'Euphrate terminer le combat en Syrie? Je ne sais pas. Vous nous prévenez, général, vaincre demandera des années d'endurance, de constance et de persévérance. Il y a aussi l'Afrique, où vous êtes rendu si souvent. Depuis 3 ans, on va vite, la France mène au Sahel l'opération militaire Barkhane avec des États africains, l'aide aussi de l'armée américaine. Il y a 800 hommes, il y a des drones, des avions, etc. Et vous dites, ça va durer. Vous écrivez aujourd'hui, il est impossible de prévoir la fin de l'opération Barkhane et le désengagement de nos armées. C'est-à-dire quand on lance une OPEX, une opération extérieure, on est sûr qu'elle va durer. Écoutez, dans mon deuxième chapitre, je dis que le visage de la guerre a changé. Je prends de nombreux exemples et un des changements principaux, c'est un double D, 2 mots qui commencent par un D. Effectivement, les conflits, les crises mettent de plus en plus de temps à être résolus. La durée, c'est en moyenne une quinzaine d'années. Et le délai, en revanche, tout est plus court. Tout est plus court. C'est instantané. Rendez-vous compte, une de mes difficultés principales dès qu'on avait un tué au combat, c'était de prévenir la famille avant que ce ne soit public. Donc, ça allait très vite. Délai, durée, c'est très important. Général, les guerres changent, vous le racontez, les armes aussi. Vous dites dans l'espace, c'est-à-dire? On va voir les 3 ou 4 endroits où les choses sont en train de se transformer à une allure extraordinaire. Ce qui est intéressant dans le modèle d'armée, c'est qu'il doit être global. Vous savez, la défaite, c'est le grain de sable. On a vu ça dans l'histoire de France. Et il faut l'éviter. Le modèle global, c'est bien sûr ce qui se passe à terre, ce qui se passe en mer, la protection des côtes et toute l'action maritime. La France est une puissance maritime. Et puis, la protection aérienne. Depuis l'affaire des 2 tours, c'est fondamental. On a des avions en alerte 7 minutes. Il y a 2 milieux qui sont fondamentaux aujourd'hui pour gagner au combat, la cyber et l'espace. L'espace, c'est un élément fondamental pour le renseignement. Et sans renseignement, pas d'action. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a maintenant de petits satellites tueurs de satellites? L'espace est un théâtre de guerre qu'il ne faut pas négliger et j'espère que dans les décisions qui seront prises dans la loi de programmation militaire qui est en cours de préparation, l'espace ne sera pas oublié. Alors il y a la haute mer, il y a sous les mers. La France a un certain nombre de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNE. Est-ce que ça suffit ou pas? Et puis dans les airs, vous rappelez que la France possède, grâce à l'intervention au départ de Jean-Yves Le Drian, 5 drones d'observation qu'elle a achetés aux Américains. Et Florence Parly annonce des drones armés. Est-ce qu'il faut des drones de combat que les Américains appellent des drones tueurs? Est-ce que nous aussi, on va s'y mettre? C'est un changement fondamental avec la décision annoncée par Mme Parly d'adopter les drones armés. Moi, personnellement, j'y étais favorable. Le drone de combat, c'est autre chose. Ça sera à l'horizon 2025 et au-delà. La question, elle sera budgétaire. Pourra-t-on se payer ces drones de combat? Et ça sera une des décisions à intégrer dans la loi de programmation militaire et dans les débats actuels à l'issue de la revue stratégique. Vous dites que vous souhaitez que le fardeau de la guerre soit partagé par les Européens. Bien sûr. Et bon, ça, on a dit qu'il y a des progrès de l'Europe de la défense, mais on l'a raconté si souvent qu'on finit par croire que c'est un vœu pieux. Je continue. La France et la Grande-Bretagne préparent l'avion furtif qui devrait succéder aux Rafales et aux drones armés. C'est le Neuron. Et le Neuron existe, il vole de temps en temps à titre expérimental à Istres. C'est un avion sans pilote à bord. Oui, bien sûr, et cela préfigure les technologies des drones de combat que nous venons d'évoquer. Nous sommes dans la course avec ce projet franco-britannique, technologiquement. Je rappelle que pour gagner la guerre, il faut des hommes instruits, entraînés, il faut des équipements qui soient supérieurs à l'adversaire. Et dans le cadre des États-puissances, car le terrorisme islamiste, c'est pas tout, c'est pas toute la menace. Dans le cadre des États-puissances, il faut cultiver cette technologie. Et nous sommes dans la course, en tête de peloton. Vous vous intéressez à autre chose que des questions militaires? J'essaie. Dans servir, dit le titre de votre témoignage, servir, c'est un mot qui vous met d'emblée au garde à vous. Vous dites que toute votre vie, le mot service était omniprésent comme dans la vie d'un soldat. Service de semaine, année de service, service à la mer, service aérien commandé, note de service, service de santé, service d'une arme. Quand on a servir, où est la liberté? Servir, où est l'aventure? Servir, c'est reconnaître qu'on s'efface par rapport aux autres ou par rapport aux valeurs que l'on sert. En l'occurrence, pour moi, les valeurs de la République, la liberté, on s'est battu et on se bat au quotidien pour elle. L'égalité, on la porte dans l'uniforme. Et la fraternité, c'est notre carburant. C'est ça, servir. Si la République vous demande ou vous offre une mission pour servir, qu'est-ce que vous faites? Il y a
plein. Non, répondez franchement avec les tripes, comme vous dites. Il y a plein de façons de servir. Vous servez la France, vous informez les Français. Et vous Écoutez... Mais si par exemple En Marche, ou alors Laurent Wauquiez, parce qu'on dit qu'il va finir à droite, le général de Villiers. Non, je ne ferai pas de politique. J'ai déjà dit, je ne ferai pas de politique. Ça, c'est fini. Non, ça n'est pas fini, ça n'a jamais commencé. Ma dernière question, vous êtes parti avec les larmes dans les yeux, vous l'avez dit. Vous citez le père Charles de Foucault, je vais très vite, et qui dit « Lorsqu'on se trouve devant deux chemins, et que l'un d'eux semble plus difficile, c'est celui-là qu'il faut choisir ». Vous croyez que c'est ce que vous avez fait? Écoutez, on peut me reconnaître que ça ne s'est pas fait souvent, puisque c'est la première fois dans la Ve République. C'était pas le chemin de la facilité. C'était pas le chemin de la facilité. Regret. Je n'ai aucun regret, et je pense que vous le sentez au travers de mon comportement et de mon attitude. Je suis serein. J'ai fait ce que l'honneur me commandait de faire, me battre pour mes subordonnés, ceux qui se battent au quotidien pour la France. Puisque vous voulez servir, on verra qui vous servirez bientôt. Et à ce moment-là, on en reparlera. Je continuerai à servir la France. Merci. Ben voilà, on va voir comment. Et même peut-être le président Macron vous demandera de servir la France. On verra bien. Merci d'être venu. Merci Jean-Pierre Elkabbach.